Séminaire Robert Rosel et son président fondateur que je salue ici, et, même s'il il n'est pas présent physiquement, mais il est là par la pensée, et nous pensons à lui, ont mis en place un dispositif finalement assez exceptionnel de dialogue, de rencontre, enfin, ces mots étaient évoqués tout à l'heure, entre les différentes organisations de professionnels du cadre de vie, et pour travailler sur un projet de charte d'éthique interprofessionnelle pour la qualité du cadre de vie. Et je crois que c'est notre ami Roland Pellet qui a peut animer ce groupe de travail. Donc peut-être, donc il y a eu un processus, il y a une déclaration, un projet de déclaration de charte qui a été adopté, si j'ai bien compris, fin juillet, et qui maintenant sera soumis aux instances représentatives des organismes ici présents. Et donc, bon, les présidents, vice-présidents vont nous donner leur point de vue sur ce processus, et puis sur la manière dont il va ensuite se concrétiser, hein, comment cette charte peut se concrétiser. Mais je crois que Roland Pellet va nous rappeler un peu comment ça s'est passé, hein, parce que c'est pas évident quand même de dialoguer comme ça entre oui, très rapidement. Alors, effectivement, le séminaire Robert Rosel, tout par son président, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, dont la préoccupation constante porte sur cette question d'éthique, et notamment d'éthique interprofessionnelle, puisque c'est l'intitulé qu'en définitive nous avons retenu ensemble pour ce projet de charte. Le premier intitulé était un petit peu différent. A mis sur la table l'idée d'un document commun aux professions du cadre de vie qui consacre quelques principes, et nous avons mis en place pour ce faire un groupe de travail. Alors, le document auquel on est arrivé, qui n'est pas encore adopté. Hein, oui, c'est un projet, on est bien d'accord. Oui, c'est un projet qui va être soumis aux instances. Voilà, voilà. J'en ai mis un exemplaire donc, pour que les membres, les personnes présentes puissent prendre connaissance du contenu de ce dont nous allons parler. Donc il est à votre disposition ici parmi les documents exposés. Donc on a mis en place un groupe de travail auquel ont participé l'ensemble des présents ici aujourd'hui, dans la perspective, nous l'espérons, d'une adoption qui pose un certain nombre de principes précisément concernant ces valeurs communes dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui essaye de les organiser par ailleurs sous un certain nombre de thèmes concernant la formation, sensibilisation commune, les responsabilités mutuelles, et en particulier d'information et d'alerte entre différents membres des différentes processions, l'obligation de retour sur expérience, là aussi organisée de façon aussi collective que possible, et de perspectives de réunions périodiques, régulières, pour tirer les enseignements de tout cela et faire évoluer éventuellement le contenu même de la charte. C'est pas, le texte lui-même n'est pas révolutionnaire, simplement c'est son existence en elle-même qui nous paraît un pas de progrès important dans les perspectives qui sont celles que souhaite tracer le séminaire. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des discussions un peu délicates dans le contexte qui a été rappelé à l'instant lors de la table ronde précédente par M. Landry au nom des géomètres experts, et une rédaction qui a fortement évolué au cours des travaux, sous l'impulsion de chacun, parce que il y a eu des contributions tout à fait importantes qui ont été apportées, et la rédaction que nous avons ici me paraît refléter assez fidèlement, bon, peut-être que je me trompe, mais on nous le dira, les observations qui ont été faites par les uns et par les autres. Voilà. Alors, évidemment, ce que nous souhaitons maintenant, au-delà de ces rencontres, c'est d'essayer de voir s'il est possible de conclure sur ce point, et c'est ce que les différents représentants de différentes professions auront à dire. Rapide pour dire comment vous avez vécu ce processus, tout simplement.
Donc, Monsieur Dalbin, peut-être, parce que tout à l'heure, justement, Monsieur Landry a quand même dit que c'était pas évident cette affaire d'éthique interprofessionnelle. Alors, est-ce que vous êtes plus optimiste que lui en ayant participé, si j'ai bien compris, vous avez participé au processus? Mais Jean-Cédric Landry a également participé aux travaux. Oui. Alors, justement... C'est vrai que nous avons vécu une période difficile, et quand Robert Max Anthony est venu me voir pour parler de cette charte d'éthique auquel il tient, et je tiens à le remercier et à souligner son courage et sa volonté de faire aboutir ce dossier, j'ai tout de suite adhéré, parce que je pense que l'on ne peut pas travailler sans une pluridisciplinarité dans l'aménagement. Et je pense que tous les acteurs en sont persuadés également. Il n'y a qu'un ministère qui, lui, fait une loi sans aucune concertation. C'est peut-être là le problème, c'est que lui, il n'a pas compris qu'on travaillait ensemble. Donc c'est dommage. Mais sur le principe, il me semble indispensable de pouvoir travailler tous ensemble, et une pluridisciplinarité doit ressortir, et on le voit de toute façon au quotidien, les uns et les autres, on travaille tous sur des projets communs. Donc il n'y a pas de raison que cette charte n'aboutisse pas. Il y a des améliorations, puisqu'il y a la volonté de travailler ensemble, mais il y a la volonté également de pouvoir se former et se connaître tous les uns les autres quand on fait des études, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un architecte ne connaît pas ce que fait le géomètre expert, et inversement. Enfin, on en a tous des notions, mais pas totalement, et c'est dommage qu'il ne puisse pas y avoir, justement, peut-être aller jusqu'à un tronc commun d'études, comme on a pu le voir dans les études de médecine, où aujourd'hui, un pharmacien, un infirmier et un médecin ont une première année commune. Pourquoi les professions du cadre de vie n'iraient pas jusqu'à là? Aujourd'hui, la charte ne prévoit pas ça. Ne prévoit de travailler, de pouvoir avoir une formation avec des échanges lors des années d'études, mais c'est un premier pas vers quelque chose qui peut évoluer. D'accord. Justement, peut-être qu'on fera le deuxième tour de table sur cette question de comment les choses vont se concrétiser. Alors peut-être qu'on pourrait donner la parole, j'allais dire à la défense, parce que Mme Hernandez n'est plus à notre table ronde, mais aux architectes, puisque quand même cette loi, pour le coup, est plutôt vécue positivement du côté des architectes. Mais alors justement, comment vous avez vécu le processus, François Rouanet, dans ce contexte parfois un peu délicat? Je ne me suis pas senti particulièrement accusé dans cette situation. Peut-être le ministère un peu plus, mais il vous appartiendra de répondre ou ne pas répondre. Voilà, madame. Absolument. Eh oui. Écoutez, nous, les architectes, le Conseil national de l'ordre, on voit cette charte d'éthique d'un bon œil, et nous sommes sûrs qu'elle va aboutir, parce que, en tous les cas, nous le souhaitons. Comme l'a dit mon voisin, même si vous avez compris que nous avons encore quelques différends et peut-être quelques cicatrices que nous allons essayer de soigner le plus rapidement possible, si vous voulez bien. Au-delà de ça, d'abord, nous nous connaissons, nous travaillons ensemble, et c'est pas une découverte, nous travaillons ensemble, géomètres, architectes, paysagistes, urbanistes, de manière quotidienne, répétée, et je pense qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de penser que, actuellement, dans des situations complexes de fabrique de la ville et de l'architecture, une spécialité ou une autre pourrait travailler seule sans les autres. Ça devient l'idée de personne, et sûrement pas des architectes. Je crois que tout le monde le sait. Donc, nous sommes assez favorables. Non, nous ne sommes pas assez favorables. Nous sommes pleinement favorables à cette charte pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. La question de l'éthique entre professionnels, les architectes ont déjà un code de déontologie, donc franchissent ce pas nouveau avec volonté. Ce qui ne veut pas dire que les professions qui n'ont pas de code ou de charte d'éthique ne pratiquent pas des pratiques, enfin non pas de pratiques de qualité, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais nous avons déjà cette question au cœur de nos métiers depuis fort longtemps. Nous travaillerons ensemble. Moi, ce que je dirais qui manque peut-être dans cette affaire, et ça a été souligné,
c'est la maîtrise d'ouvrage. Je n'oublie pas, je ne vous oublie pas, hein, mais je souhaiterais que la maîtrise d'ouvrage soit plus complétée. Parce que nous faisons des métiers, des arts de commande. Nous avons une commande et que nous avons des maîtres d'ouvrage qui nous posent la question. Et si nous pouvons avoir dans nos pratiques une éthique, la charte d'éthique renvoie à des notions beaucoup plus globales que la pratique sur la nature, le respect de la nature, de l'environnement, du développement durable, de la citoyenneté, qui n'appartiennent pas tout à fait et pas complètement à la pratique des professionnels et qui sont conditionnés par la question de la commande qui nous est passée à un moment. Donc, je pourrais dire à l'extrême que nous pourrions avoir des pratiques tout à fait éthiques avec une commande qui ne l'est pas. C'est un peu audacieux, mais ça illustre bien le propos. Et on comprend très souvent les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir dans les commandes en matière d'espace public. Pour ma part, je m'en tiens également à la définition de Madame Hernandez sur l'espace public. Pour moi, l'espace public, c'est celui qui est pratiqué par tous, non cadastré, et qui appartient à la collectivité. Et si j'en reviens à ça, c'est parce que nous avons des confusions dans l'espace public et l'espace privé, dans ses pratiques, ses usages et sa commande. De plus en plus, on voit des espaces publics qui voudraient devenir de l'espace privé ou qui, en tous les cas, le singe, aux limites. Des espaces privés qui font semblant des espaces publics, avec des modèles prégnants qui, Dieu merci, ne se généralisent pas encore complètement, mais qui prennent de la force, comme le centre commercial ou le parc d'attractions modèle Disneyland. Je me suis promené il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance d'aller en Écosse et je ne savais pas, dans le vieux Édimbourg, si j'étais exactement dans la rue principale du Moyen-Âge ou si j'étais à Main Street. J'ai eu un moment de confusion quand j'ai vu le nombre de kilts qui étaient en vente Made in China, pour vous illustrer le propos. Donc, c'est une vraie question. Et la question de l'éthique se pose aussi sur la question de la commande et qu'est-ce que c'est que l'espace privé, qu'est-ce que c'est que l'espace public. Et l'État et les collectivités doivent faire attention à ne pas déléguer l'espace public à une commande privée. Voilà, je pense que ça sera notre obstacle principal à mettre en œuvre l'éthique, c'est la question de la commande. Il faudra que nous y veillons. Et peut-être que, je fais une proposition comme ça, peut-être que nous pourrions élargir cette charte qui, j'en suis sûr, va se signer, l'élargir à beaucoup plus de maîtres d'ouvrage et peut-être que l'État ou les collectivités, l'Association des maires de France, pourraient être partie prenante dans la signature d'une charte d'éthique de ce type. Merci François Rouanet. Donc je vais peut-être interpeller Pascale Poirot, puisqu'elle représente une partie de la maîtrise d'ouvrage et donc de la commande éventuelle d'espace public. Donc, comment vous avez... D'abord, vous étiez vous-même impliqué dans le processus ou c'était... Ah oui, oui, tout à fait. Donc, depuis le début, et avec grand enthousiasme, effectivement, quand le président Anthony a commencé à me parler de ce projet, j'ai pensé que c'était une nécessité, et d'autant plus que je savais les mois qui nous attendaient, et avec les difficultés que certaines professions allaient pouvoir connaître entre elles. Donc je pense que c'est une nécessité, c'est une excellente idée, et en plus ça a permis quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup, enfin on travaille ensemble autour de commandes, autour d'opérations, mais en revanche on n'a pas d'espace de rencontre en dehors justement d'un dossier précis. Donc ça a permis de créer aussi cet espace de rencontre, et je rejoins ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, ça a été une des premières remarques qu'on a faites tout au début du processus de travail et d'élaboration de cette charte, c'est que probablement, et ça a été rappelé par Roland Pellet, probablement il faudrait que cette charte évolue, et qu'elle évolue justement aussi par les acteurs qui pourraient la signer. Mais il fallait commencer par quelque chose. Donc voilà, on a fait ça un petit peu étape par étape, et on a vu que c'est pas toujours facile de mettre 4 personnes autour de la table d'accord. 5 c'est plus dur, 10 c'est encore plus dur. Voilà, donc il y a rien de figé, mais on a souhaité
peut-être avec raison et en tous les cas avec prudence, on a souhaité ne pas mêler trop d'acteurs. Alors pour répondre à la maîtrise d'ouvrage et à la commande de la maîtrise d'ouvrage privée, moi je pense que, vous voyez, déjà, c'est pas une bonne illustration d'une signature d'une charte qui met en avant normalement l'éthique des professions. Je pense qu'il faut arrêter avec cette opposition de commande privée et de commande publique. Moi, je suis effectivement un opérateur privé. Si j'ai bien compris, en ce moment, la commande publique est en train de se raréfier pour des raisons purement financières. Néanmoins, le politique est toujours là, avec des pouvoirs qui sont toujours là. Donc, le maître d'ouvrage privé, il répond lui-même à une commande d'un politique. Et ensuite, il retranscrit auprès de ses équipes de maîtrise d'œuvre la commande qu'il a eue. On a des outils de planification, ça a été rappelé en début de matinée. On a des outils, je dirais, de codification. Et on a, encore une fois, des politiques qui doivent avoir une ambition. Sinon, ils n'ont pas à être là où ils sont. Effectivement, s'il n'y a pas de projet politique, eh ben, il y aura pas une commande claire et chacun fera un petit peu ce qu'il voudra ou ce qu'il pourra, et peut-être même d'ailleurs en toute bonne foi. Je pense qu'il faut arrêter d'opposer ces deux commandes et de toute façon, peut-être qu'il vaudrait mieux accepter qu'effectivement il y ait des maîtres d'ouvrage privés qui sont pas pires et qui sont pas des escrocs à tout prix, parce que de toute façon sinon vous allez arrêter de travailler, hein. Je pense que là, il va falloir évoluer. Peut-être que c'est une révolution culturelle à faire, mais effectivement, si cette charte éthique, elle peut pas être signée si on commence par dire les maîtres d'ouvrage privés. Donc, je pense que voilà, d'où tout l'intérêt de se parler et de se retrouver, parce que bon. Voilà. En tous les cas, le SNAL est tout à fait pour la signature de cette charte, mais pour autant, effectivement, que ça ait des effets et que ça serve à quelque chose et qu'on n'entende pas encore dans les 10 ans qui viennent le même discours. Merci Pascal Poirot. Jacques Bialette, alors, du côté de la SFU, comment vous avez vécu le processus? Vous-même, vous l'avez suivi aussi Oui. Par alternance avec les délégués de l'OPQU. Et on a travaillé en commun aussi sur cette question. Oui, c'est important peut-être à dire. Parce que les urbanistes avec l'OPQ se sont dotés récemment d'une... C'est un aparté, pardon. Les urbanistes avec l'OPQ se sont dotés récemment d'une déontologie, oui. Mais depuis 100 ans, déjà dans les statuts de la SFU, l'obligation de faire appel aux autres professionnels quand c'est nécessaire figure. C'est une obligation statutaire pour les urbanistes. Donc on est en plein accord avec cette volonté de travailler ensemble et on est tout à fait reconnaissant au séminaire Robert Rosel de nous en offrir un lieu tous les ans depuis fort longtemps. Et l'élaboration de cette charte en est une suite logique. La charte en elle-même, c'est de façon différente un lieu, de façon un peu métaphorique, un lieu de débat possible entre les professions. Et si je partage assez les positions de nos confrères géomètres, bien que je sois architecte également, sur la question qui a été soulevée tout à l'heure, je ferai remarquer par contre que la charte n'existait pas à ce moment-là comme lieu de discussion et que peut-être les choses se seraient passées autrement si elle avait existé. Puisque le premier point de cette charte d'éthique, c'est d'être chacun attentif à enrichir sa pratique, non seulement par sa propre éthique, mais par l'éthique de l'autre, qui a un fondement et des objectifs différents.
Ça m'a paru essentiel aussi, et je l'ai porté assez fortement à un moment dans la discussion, que ça ne soit pas une façon de solidifier un petit noyau de professions dites du cadre de vie, puisque le cadre de vie, tout le monde y participe, les transporteurs, les fabricants de voitures, les fabricants de panneaux de façade, voilà, tout le monde y participe, peu ou prou, les professionnels de la santé. Et donc il est essentiel que cette charte, elle soit simple, forte, et que tout le monde puisse, même si certains sont tout le temps dans l'élaboration du cadre de vie, alors que pour d'autres c'est seulement par contre-coup ou seulement dans un temps de leur exercice professionnel, que tout le monde puisse y adhérer et s'en faire le porteur et le garant. Merci Jacques. Peut-être, alors on va quand même, puisque Louis, en fait j'avais tendance à te donner un peu la parole parce qu'effectivement l'OPQ a travaillé sur une déontologie. Absolument, donc je trouvais que mais il me semblait plus logique de passer la parole à ceux qui ont, mais c'est très bien qui ont œuvré, d'autant que Jacques m'a représenté à la dernière réunion de travail. Bon, voilà. Alors, si les urbanistes arrivent à se mettre déjà d'accord entre eux, c'est un progrès notable. J'avais un empêchement personnel, mais si je le précise, c'est parce que on a adhéré à l'idée effectivement d'une charte d'éthique interprofessionnelle. On y a adhéré immédiatement puisque, je ne vais faire que répéter ce que vous avez déjà dit les uns et les autres. On travaille ensemble et c'est vrai que Pascal Poirot vient de dire que du coup ça nous a proposé un espace de rencontre, je dirais même un espace de dialogue qu'on a à l'occasion, mais voilà, pas de manière aussi formalisée que nous le propose cette charte. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, effectivement. Et je rejoins ce que tu as dit par rapport à un sujet éthique qu'on a rencontré récemment, j'y reviens. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que si ce travail avait été mis en œuvre plutôt de charte d'éthique, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Parce que je rappelle quand même que puisque on a réuni un collectif de professionnels par rapport à cette question de la loi CAP pour essayer de trouver des issues avant le vote de la loi. Et en fait, c'est vrai que ce qui est ressorti le plus fortement, c'est l'absence totale de concertation. Donc des lieux de dialogue sont fortement utiles et donc voilà, on y adhère. Alors après, dans le contenu, je pense que effectivement, tu disais tout à l'heure, ou vous disiez tout à l'heure que la rédaction avait été, je dirais allégée d'une certaine manière, puisque la première proposition était peut-être un petit peu rigide au regard d'autres règles éthiques, et tu viens de rappeler effectivement qu'on a adopté un code, une déontologie des urbanistes il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc il n'était pas pour nous question de rajouter des règles à ces règles-là, mais beaucoup plus effectivement d'être dans un système ouvert qui nous permette de nous rencontrer, de dialoguer pour dans l'objectif effectivement de la qualité du cadre de vie, puisque c'est ce qui nous est proposé. Et ça, c'est effectivement fort utile au regard d'un certain nombre de difficultés qu'on rencontre. Je ne vais pas revenir sur celles que j'ai évoquées tout à l'heure, mais aussi pour clarifier des sujets et par rapport à ce que tu as abordé tout à l'heure sur maîtrise d'ouvrage public, maîtrise d'ouvrage privé, et ce sur quoi vous avez réagi en nous parlant de commandes privées et de commandes publiques. Je pense que là, il y a vraiment matière effectivement à échanger sur ce sujet, parce que je suis complètement d'accord avec vous. Il y a une situation économique aujourd'hui qui est en train de changer la donne, et il vaut mieux l'anticiper plutôt que subir une situation qui s'esquisse de toute façon dans tous les cas par rapport effectivement à une façon de procéder qui va évoluer effectivement entre maîtrise d'ouvrage public et maîtrise d'ouvrage privé. Voilà. On va pas ouvrir le débat là maintenant, mais ça fait partie des sujets
dont il faut qu'on discute ensemble pour éviter qu'on se retrouve voilà, dans des incompréhensions. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Merci Louis. Moi, vraiment, je retiens cet aspect, cette forte dimension finalement de la discussion autour de la charte, comme c'est le processus qui est intéressant presque plus que le document auquel vous allez aboutir, quoi. Et la pérennisation du processus. Et la charte, apparemment, c'est un moyen de pérenniser aussi ce processus d'échange, de rencontre, et dont je pense que le séminaire est porteur de cette idée depuis longtemps, et c'est de la rencontre des différentes catégories de professionnels du cadre de vie, et je pense que c'est vraiment très riche. Alors, donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On s'achemine vers la conclusion. Vous allez soumettre donc le projet tel qu'il est diffusé là à vos différentes instances, et pour ratification, si je puis dire. Et donc on peut prévoir. Alors je ne sais pas. Qu'est-ce que peut-être un mot peut-être à ce point, parce que il y a une remarque qui a été faite sur la nature de signataire, enfin la nécessité de compléter. Pascal Poirot a répondu, mais j'irai dans le même sens. Je crois qu'il faut commencer. Un des points que nous avons ajouté, enfin on l'a pas ajouté, mais on l'a écrit un petit peu différemment. Point 4.3, la présente charte reste ouverte à l'adhésion d'autres signataires. C'est assez bref, enfin ça dit ce que ça veut dire, c'est la rédaction qu'on a adoptée. Donc déjà, enfin commençons par en faire déjà un groupe, un noyau, puis ensuite on l'élargira d'un commun accord. Je crois qu'il faut être pragmatique dans ces domaines, parce que sinon on va courir, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc si, comme il a été dit, cette charte présente un intérêt, je crois, comme ajouter à ce qui a été dit, mais elle en présente un réellement, je ne saurais qu'encourager vivement chacun à aller de l'avant.